Bien sûr, l'expérience, parce que Julien est déjà expérimenté, il avait déjà l'habitude de travailler dans les grandes maisons gastronomiques, mais aussi la discrétion, parce qu'il faut, à la tour d'argent, c'est toujours le tour d'argent qui prime, c'est le tour d'argent qui en met en avant. Nous, on est là pour passer le flambeau, pour parler des vins, mais pas de soi-même. Alors, ce qui m'a poussé à postuler à la Tour d'Argent, du moins à répondre à l'offre, c'était vraiment le fait de pouvoir réapprendre un petit peu le métier de sommelier. Comme je le dis souvent, on est avant tout des éleveurs de vin. Et je voyais vraiment à la Tour d'Argent une belle opportunité de réapprentissage un petit peu, ou même, je dirais même d'aller dans le cœur du métier. Chose que maintenant peu de maisons font. Ici à la Tour d'Argent, on a l'opportunité de pouvoir proposer à nos clients des millésimes qui ont parfois plus de 50 ans à la vente sur carte des vins, même bien au-delà. Donc c'est assez rare maintenant de proposer ce genre d'expérience à nos clients dans la restauration, du moins française. À travers le monde, c'est différent, mais c'est la réelle volonté que j'avais. Alors j'ai été très impressionné. J'ai rencontré il y a un peu plus d'1 an Stéphane Trappier, notre directeur de salle, lors d'un premier entretien qui m'a parlé du projet, donc d'intégrer les équipes de sommellerie de la Tour d'Argent dans un esprit de passation et de transmission. Donc l'idée me plaisait parce que c'est vrai qu'auparavant j'avais eu l'habitude d'aller toujours très vite dans le travail, très vite dans les tâches, dans les missions. Là j'avais vraiment besoin de réapprendre, de redécouvrir le métier, de prendre mon temps. Donc Stéphane Trappier m'a proposé justement un projet autour de ça. J'ai rencontré David par la suite, donc dans les caves. Bien sûr, c'était déjà impressionnant, peut-être un peu moins impressionnant qu'aujourd'hui. Il y avait un peu moins de vin, mais ce qui était assez logique, parce qu'à l'époque, il suffisait d'appeler des domaines, on pouvait avoir des vieux millésimes facilement, ils avaient des stocks, on pouvait racheter à faire à mesure nos besoins. On a vu une évolution depuis 40 ans sur les domaines, surtout en Bourgogne, mais ailleurs, où les vieux millésimes n'existent plus. Et il faut prendre option tout de suite sur des vins, il faut être beaucoup plus rapide. Et on est tenu à stocker des vins. Donc on a grandi les caves, à la fois physiquement, en creusant un deuxième niveau, et sur les nombres de bouteilles. On pense une carte surtout en fonction de notre clientèle. Finalement, on est là, il faut anticiper toujours, on ne peut pas suivre des modes parce qu'on travaille avec des vins qui ont 5-10 ans de cave. Donc, si on travaillait sur les modes il y a 5 ans, on n'aurait pas les vins qui seront à la mode aujourd'hui. Donc, l'idée, c'est de penser au futur et de penser aussi à un style de cuisine. On reste une maison relativement traditionnelle, avec une image dans le monde entier de tradition. Et notre idée, c'est de suivre aussi dans les vignobles de tradition. À partir du moment où on propose une grande carte des vins telle que celle-ci, ça peut générer différents sentiments au point de vue vis-à-vis de notre clientèle. Le client peut se sentir émerveillé, peut se sentir surpris, ou peut parfois même avoir un sentiment d'anxiété, ou même de frustration. Une carte des vins comme ça, quand je parle de sentiment de frustration, le fait que par exemple le client ne se sente pas à la hauteur pour choisir un vin, le vin qu'il souhaitait, inconsciemment espéré. Donc on est là, les sommeliers, pour rassurer le client. Donc ce qu'on fait régulièrement quand on arrive à table, le secret est en fait de présenter la carte des vins, de pas forcément présenter toutes les sections, mais peut-être déjà demander au client s'il est déjà venu à la Tour d'Argent, s'il a déjà eu l'occasion de côtoyer la carte des vins. Donc de chercher des repères, chercher des choses, des clés pour que le client puisse s'orienter. À la suite de ça, en salle, ce que l'on peut faire, c'est également demander le goût des clients. S'ils aiment telle ou telle région, tel ou tel cépage, si peut-être il y a une année qu'ils ont envie de célébrer. L'avantage de la carte des vins de la Tour d'Argent, c'est que cette collection de grands millésimes permet effectivement de fêter des anniversaires, célébrer des mariages, des dates de rencontres ou autres. Donc vraiment, on doit trouver des clés et orienter le client
dans ses choix. Donc ça, c'est une idée. Après, il y a aussi le client qui arrive au restaurant, qui sait ce qu'il veut, et qui, par exemple, une table de 4 qui peuvent demander 2 cartes des vins, une par personne, quoi. Donc voilà, ils savent ce qu'ils veulent en principe. C'est aussi une question de passage de témoins, à la fois dans le restaurant de la Tour d'Argent, mais aussi auprès de nos vignerons. On travaille avec presque 200 vignerons différents. Donc chaque vigneron, moi j'ai côtoyé depuis 40 ans, je les connais, les familles, les parents, les grands-parents, les enfants. Et l'idée, c'est de transmettre ça aussi à Julien pour le présenter aux vignerons. Parce que finalement, on est parti d'un relais entre les vignes et la table. Et nous, c'est un intermédiaire qu'il faut s'effacer devant le vin, mais il faut connaître aussi bien le vin que nos clients, qui aussi font beaucoup de déplacements, qui font aussi beaucoup de voyages. Donc, je suis là en partie pour ça. On essaie de faire ça au moins une fois par mois, un voyage dans les vignes ensemble, avec les plus jeunes encore. C'est important, c'est dans les vignes qu'on fait le vin. C'est tout l'intérêt pour Julien de goûter. À chaque fois qu'on ouvre une bouteille, il est dégusté avant que le client soit soumis. Donc c'est important de connaître l'évolution. C'est aussi ce qui nous fait une partie de l'intérêt d'aller dans les vignobles, parce qu'on goûte avec les vignerons leur vin, pas que le millésime Moncourt, mais aussi des plus vieux. Et à chaque fois, on découvre. Et même les vins dits à maturité passent sur la même année des phases. On voit un vin qui au printemps est excellent et à l'automne il est peut-être moins bien et il reviendra l'année suivante. Donc tout ça c'est un suivi en permanence. Et c'est ce qui fait qu'on a une palette de vins, un peu comme un artiste sur un peintre. Plus vous avez des couleurs, plus vous pouvez faire un tableau exceptionnel. Et là, avec cette palette de vins, on peut faire des accords extraordinaires. Oui, alors je dirais les grands vins d'Hermitage notamment. C'est vrai que la vallée du Rhône a une place très importante chez nous. Les vins d'Hermitage de Jean-Louis Chave, par exemple, sur des très grands millésimes. Je trouve que c'est des vins d'une grande pureté, très nets, et puis surtout qui ne sont pas dans l'exubérance. On a vraiment ces nuances de poivre mignonnette qui est très caractéristique des grands vins d'Hermitage. Remonte 1860-70. Alors après, ça reste un peu anecdotique. Hein. On a surtout des débuts des années 80. C'est là où on commençait à acheter d'une façon importante. Mais on a encore des 45, des 37, des 1900, des grands millésimes. Le principe, c'est que tout est à vendre. Un vin est fait pour être bu. On n'est pas un musée de vin. Hein. On n'est pas là pour garder des vins au-delà de la capacité de vieillissement. Alors, il y a quelques très vieux vins, mais c'est des millésimes exceptionnels. À cette époque-là, il y avait un millésime sur 10 qui était vraiment très bon, qu'on pouvait garder. C'est un peu la différence. Aujourd'hui, même les plus petites millésimes sont une capacité de vieillissement. Contrairement à ce que les gens imaginent, parce qu'on a des vins qui sont de plus en plus approchables en vin jeune, c'est des vins qui vieillissent très très bien. C'est pas parce que c'est facile en vin jeune que ça ne va pas se garder. Quand on arrive à la Tour d'Argent, ce qui est clair, c'est qu'il faut préserver l'ADN des caves. Ça, je l'ai très bien intégré dès le début. C'est nous qui nous adaptons au lieu et à la Tour d'Argent. Nous ne servons effectivement que des vins à maturité. Et effectivement, j'ai aussi pleinement conscience de leur bonne température de service qui doit être faite pour la bonne dégustation des vins, avec la verrerie évidemment adaptée. Vous arrivez de l'informatique, mais bon, depuis 20 ans, on peut qu'imaginer ça sur l'informatique. En même temps, l'inventaire, c'est un inventaire permanent, tournante, donc il y a quasiment chaque journée des vins
au hasard, sélectionner, contrôler. Mais grâce à l'informatique, le stock est à jour aux fins de service, donc il n'y a pas de... Dès qu'un vin est vendu, il est débité du stock. Donc on est à jour, ce qui est un peu différent. Moi, en arrivant en 81, il y avait 3 mois de décalage entre le stock réel et le stock physique. Donc, enfin, le stock est écrit, tout était écrit à la main. C'était aussi pour cela qu'il y avait moins de vin, parce que c'était quand même déjà 800 fiches, chaque vin noté sur une fiche papier, débité à la main. Il y avait énormément de complexité. Ceci dit, on a eu des contrôles du fisc à plusieurs reprises, et à chaque fois, ils ont décidé de prendre nos chiffres plutôt que les leurs, parce qu'ils n'arrivaient pas à se retrouver. Maintenant, la tendance actuelle, les clients ont plus tendance à choisir des accords mets et vins pour accompagner une cuisine qui est maintenant dans un style d'évolution assez net, qui fait la part belle au produit. Voilà. Pas forcément trop dénaturé, mais le produit vraiment mis en valeur. L'intérêt en partie, c'est le partage d'une bouteille et de découvrir tout au long d'un repas. Parce que le problème avec les accords vins et mets, c'est très éphémère et on n'a pas toujours le temps de découvrir un vin. C'est souvent le deuxième verre du même vin sur lequel on commence à vraiment le comprendre et rentrer dans sa diversité. C'est pour ça, bon, aujourd'hui on est tenu, hein. Moi j'ai connu une époque où il n'y avait pas de vin au verre, tout était à la bouteille ou la demi-bouteille. Aujourd'hui c'est très compliqué de faire des demi-bouteilles chez les vignerons, ils ne veulent plus, c'est trop compliqué, c'est trop... Hein. Donc c'est des bouteilles de 75 centilitres, mais à 2 personnes, une bouteille partagée tout au long d'un repas, c'est pas excessif en soi, et ça permet, même si l'accord n'est pas à un moment parfait, ça permet de partager quelque chose. C'est un peu comme partager le pain. C'est un moment de partage, la table. C'est pas que un truc intellectuel où on s'éligne des chiffres. C'est cette chaleur de partage. Et je pense que c'est aussi agréable de voir la bouteille sur table, de parler du vin, même si on est néophyte, hein, c'est pas grave. On a des impressions, on est là. Et le décor de la bouteille, l'étiquette, quelquefois très abîmée par le temps, ça fait partie du plaisir. Alors en ce moment, si on parle de vin blanc, on peut rester aussi dans le classique. Donc on trouve des beaux sauvignons blancs parce que la demande est encore très forte sur ce genre de vin. Les gens aiment la capacité du sauvignon à procurer beaucoup de plaisir, que ce soit au niveau de son fruité ou même de sa persistance minérale. Donc ça peut être un beau sauvignon blanc issu des terroirs de Sancerre. On a aussi, on met un grand bourgogne à maturité depuis quelques mois aussi, un bourgogne blanc sélectionné dans la cave, dont les millésimes se situent entre 80 et 98, voilà. Ce qui permet de prolonger l'expérience. On parlait de la bouteille sur table. Par exemple, sur un des plats emblématiques de la Tour d'Argent, qui peut être la quenelle hommage à André Terrail, on peut aller chercher. La quenelle, elle est adaptée en fait en fonction de la saisonnalité. Quand c'est la saison sous bois, automne, on peut aller chercher des grands bourgognes blancs à maturité. Donc c'est ce qu'on propose à la Tour d'Argent, servi au verre. Et ensuite, ça peut être par exemple une belle bouteille partagée. Voilà. C'est tous comme nos enfants, on est fiers de tous. Aujourd'hui, on parle de plus en plus du Cabernet Franc de la Loire, les vieux chinons des Bourgueil. C'est quelque chose qu'on avait commencé déjà au début des années 80, donc on a des 89, des 90 de chinons, des gens comme Charles Joguet, que je connais très bien personnellement, mais des Bourgueil de Drouet qui a arrêté d'ailleurs ses carrières, mais les vins restent exceptionnels. C'est impressionnant de trouver ces vins qui
qui était considéré ou mal considéré autrefois, qui aujourd'hui finalement prend la lettre de noblesse. Alors ça, c'est les projets à venir en fait. Donc oui, on est en train d'étudier un petit peu ce que l'on peut faire autour du vin, animer des dégustations, ou bien même ce que l'on fait maintenant, des dîners avec des grands châteaux, des grands domaines en Bourgogne. Alors le but vraiment, comme je le disais précédemment, c'est de préserver l'ADN de la Tour d'Argent, donc continuer à travailler avec les plus grands châteaux et domaines en Bourgogne et les plus grandes maisons. Et ensuite, je dirais pas de prendre un tournant, puisque le tournant a été vu déjà par David au sujet de la biodynamie il y a plusieurs années, fin des années 80, début des années 90, notamment en Bourgogne, chez Anne-Claude Leflèvre. Mais peut-être d'aller dénicher des gens, des vignerons, des acteurs nouveaux de la viticulture française, dont les vins sont issus de très grands terroirs d'altitude, par exemple, ou de très grands terroirs de France, cristallins ou même sédimentaires, qui puissent générer des très grands potentiels de garde. Et il s'avère que c'est vrai, quand on goûte les vins des vins de Savonnières, du Clos de la Coulée de Séran ou autres, sont des vins qui ont un potentiel de garde qui est juste monumental. Et j'ai réellement la conviction que si on va dénicher ces jeunes talents de la viticulture française qui ont émergé début des années 2000 ou fin des années 90, ou même maintenant, que ce sont des vins qui peuvent tranquillement évoluer dans nos caves. Pour moi, être chef sommelier d'une grande maison comme celle-ci n'est pas forcément, je dirais, une fin en soi. Il y a toujours une grande partie d'apprentissage et je continuerai toujours à apprendre. Aujourd'hui, je n'ai pas la prétention de connaître personnellement des très grands vignerons bourguignons ou même des grands vinificateurs de châteaux dans le Bordelais, mais j'ai la grande opportunité et la grande chance de pouvoir apprendre et de les côtoyer, et peut-être d'un jour d'avoir des liens un peu plus, on va dire, affectifs ou même intimes avec ce genre de personnes et de châteaux. Je crois qu'il faut suivre ses envies. Il faut que ça soit toujours un plaisir. La dégustation, c'est une chose très importante. Il faut essayer toujours de se projeter dans l'avenir. C'est vrai que jusqu'à là, on a plutôt mis des vins en cave 5 ans avant les servir. Peut-être c'est quelque chose qui peut évoluer. On peut imaginer de servir des vins un peu plus jeunes qu'autrefois, vu l'évolution de la cuisine. À chaque fois de vouloir chercher la complexité, c'est peut-être un défaut qu'on avait. Il faut peut-être chercher parfois des choses plus simples, plus modernes, entre guillemets, mais tout en gardant le respect du terroir. C'est très important. Je pense que un chablis qui se goûte comme un meursault peut être très grand, mais ça n'a plus de raison d'être en soi. L'idée, c'est quand même de respecter l'ADN du terroir, du vin. Ça restera toujours, j'ai un lien affectif avec cette maison. On ne passe pas 40 ans dans une maison sans laisser quelque chose et sans vouloir suivre l'évolution qui va être passionnant. Et je pense que Julien, voilà, il a quelques années avant lui, et c'est bien de voir cette suite.